lumière de notre phare en pleine nuit vous ramène à bon port, comme chaque dimanche soir autour de 22 h, pour provoquer un nouveau débat culturel. Et nous sommes à quelques jours du début de la 23e édition du Salon international du livre. Encore un débat autour donc justement de ces problématiques du livre, autour de l'édition, de la distribution, de la participation, de la visibilité de nos auteurs en Algérie, mais également à l'international. 23e Salon international du livre, entre tendances et perspectives. Il en est question ce soir pour votre vol de nuit sur Canal Algérie, bien sûr. Réactions, questions, suggestions et remarques sur cultureclub@emtv.dz. Et pour cette 23e édition du débat du livre, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Amziane Farhani. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, Amziane Farhani. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur. Pareillement. Vous êtes passé à plusieurs reprises sur notre plateau, du moins à chaque fois que vous avez été d'actualité, sans pour autant nous justifier. 50 ans de bande dessinée algérienne et l'aventure continue. Il y a eu entre autres Traverse d'Alger, où on a revisité l'histoire d'Alger à travers le regard de l'enfant, de l'adolescent que vous êtes. Et vous serez bientôt, j'ai entendu dire, pour le Salon international du livre, avec une nouveauté qui a pour titre Les confins de l'équinoxe. Ouais. Merci d'accepter notre invitation. Merci Amziane Farhani. Des invités toujours et encore pour cette autre thématique. Deuxième invité, deuxième regard et peut-être également deuxième discours, celui de Sofiane Hadjaj. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir, Sofiane Hadjaj. Vous étiez à cette même place l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le monde du livre, dans le monde de l'édition? Vous allez nous le dire. Vous êtes auteur, éditeur. J'ai eu du plaisir à relire, je vous le disais bien avant le début de l'émission, pour la préparation d'une chronique radio, votre ouvrage, La Loi, mais on n'oubliera certainement pas votre deuxième roman qui s'appelle donc Un si parfait jardin, édité à Balsrio, Le Bec en l'air, une coédition également. Merci d'être avec nous ce soir, Sofiane Hadjaj. Troisième invité pour la rencontre de ce soir, Lazari Lapter. Bonsoir. Alors, auteur, journaliste, ancien éditeur, voilà, faut-il également le dire et le répéter à nos téléspectateurs. Beaucoup d'ouvrages, on va parler entre autres des journalistes algériens, Hizia, Rouat, Cuillère et autres petits riens. Et vous êtes également de retour avec deux nouveautés ce soir. C'est un collectif, Hizia, Mon Amour. Vous avez demandé, donc justement, vous avez invité les auteurs, les journalistes ou les grands curieux des questions poétiques et littéraires à témoigner et à vous parler de leur rapport à la poésie et puis à ce personnage qui n'est autre que Hizia. Ça s'appelle Hizia Mon Amour, mais également La Rouat, vous n'en sortirez jamais jusqu'à votre dernière parution, La Rouat, une ville assassinée, ou le point de vue de Fromentin, préfacé par bien sûr notre Dahou Djerbal national. C'est aux éditions Hebr. Merci d'être avec nous, Lazare Lapter. J'ai même entendu dire que vous aviez 4 actualités pour ce salon international du livre. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et puis, quatrième et dernière invitée pour la rencontre de ce soir, Samira Bendris, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dois-je vous présenter en tant qu'éditrice ou galérienne? Parce que vous galérez dans le monde de l'édition depuis de longues années. Qu'est-ce qui se passe réellement? Aujourd'hui, nous en parlerons tout au long de l'émission de ce soir. Voilà donc 23e édition du Salon international du livre entre donc tendances et perspectives, questions-réactions, cultureclub@emtv.dz. Rebonsoir notre ami Amziane Farhani. On parlait de cette 23e édition, donc une longue expérience, une longue aventure, histoire d'amour ou de désamour avec le monde du livre. Est-ce qu'on peut réellement parler, pour entrer directement dans le vif du sujet, de capitalisation? Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé 23 ans après à capitaliser l'un des rendez-vous incontournables de la rentrée culturelle 2018-2019? C'est une question qui concerne le livre, mais je pense qu'elle concerne toute l'Algérie aussi. Oui. Parce qu'il y a énormément de secteurs professionnels ou commerciaux même, ou scientifiques, où on ne capitalise pas. Ça va jusqu'au paquet de coton. Je me rappelle que hier j'étais dans une pharmacie et je me suis rendu compte que les paquets de coton qu'on fabriquait très bien dans les années 70 avec un fil pour refermer on les fait maintenant sans ce fil, avec un emballage n'importe comment et tout. Donc c'est une image pour dire que on accumule, peut-être qu'on accumule, mais on ne capitalise pas. Je dirais, on travaille dans une espèce d'avancée ou de vouloir avancer, ou qui peut être... Est-ce que nous avançons en reculant dans ces conditions-là? Non,
Je veux dire, pour revenir quand même au sujet qui est le salon. Non, vous savez pourquoi vous êtes là sur ce plateau? C'est un peu vous qui avez conditionné, désolé de vous interrompre, la rencontre de ce soir. Je vous le disais pour cet autre débat, encore une fois, 23e Salon international du livre, à travers un article qui est paru dans le journal Al-Watan, pour ne pas le citer, donc qui disait « À quoi sert le SILA ?» Vous étiez un peu dans la provocation, et puis votre collègue a surenchéri à travers un autre gros titre qui disait « Le marché en quête d'organisation ». Oui, Samira Imadalou, qui est journaliste économique. C'est deux articles qui ont réellement aujourd'hui provoqué le débat de ce soir. Oui, en fait, en disant à quoi sert le SILA, évidemment, un titre, c'est fait pour attirer et un peu titiller. Mais derrière ça, je voulais dire, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment le faire. Mais de toute manière, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas... la question de fond est là. C'est-à-dire on peut parler des heures, mais nous n'avons pas d'instruments ou de faits qui sont établis. On peut échanger. Là, vous avez un parterre quand même de gens qui ont une longue expérience et profonde, en plein dans la pratique de l'édition. Il faut rendre hommage également à Haj Meliani, ce sociologue qui a entre autres fait un article autour mais c'est le seul. Je veux dire, est-ce qu'il existe un sondage, par exemple, des lecteurs du lectorat algérien? On n'en a pas. On ne connaît pas, il n'y a pas eu vraiment de travaux de recherche. Je pensais naïvement que c'était le rôle du CNL, du Centre national du livre. Mais bon, là, c'est Godot. On attend l'Arlésienne. Le Centre national du livre, je le dis dans l'article, on n'a même pas eu ce qui aurait été le minimum, une monographie de l'édition dans notre pays. Une monographie avec qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui existe, combien il y a de libraires, il faut voir, les chiffres sont, ils sont, comment dire, parfois contradictoires. Et c'est toujours, ce que je regrette, c'est qu'on est toujours à parler, je veux dire, c'est des propos sur des propos, ou bien des propos sur des impressions. On n'est pas, il est temps, il y a 23 ans d'édition d'ici là, moi je dis, il faut se poser. C'est magnifique que ce salon existe encore. Non, déjà qu'il soit né, parce qu'il est né, il faut le rappeler, dans des conditions terribles. Ça a été un élément incroyable de résistance culturelle et j'allais dire mentale des Algériens que d'avoir réussi à enfanter ce salon. Malgré les années de feu, encore une fois, des années 90. Ça a été quand même quelque chose de magnifique. Et ensuite, ça s'est développé indéniablement. Ça a grandi et ça continue à grandir et ça devient énorme. On a un bébé comme ça qui a tout d'un coup... Aussi énorme qu'une faille, Mziane Farhani? Une faille. Non, je dirais pas ça, mais... Vous diriez quoi alors? Je préfère l'image du Pas bébé. de réflexion, pas de sondage. Très sérieux, donc justement, aujourd'hui, que faudrait-il faire? Non, c'est bien, il a fallu avancer, on a avancé. On a maintenant... comment dire, plus d'1,5 million de visiteurs, ce qui est très bien. Mais ces visiteurs-là achètent-ils ou viennent-ils justement on va en reparler avec tout le monde, mais je veux dire, on a une participation en augmentation. Cette année, il va y avoir 1015 exposants. C'est la première fois que le SILA dépasse 1000 exposants. Bon, cela dit, c'est une performance qui a été un peu boostée par l'exceptionnelle participation chinoise, puisqu'ils arrivent avec 41... La Chine est invitée d'honneur, faut-il le dire, à nos téléspectateurs cette année. Et donc il y a 41 exposants chinois et des gros. Et donc c'est vrai que ça a boosté le chiffre de la participation, mais c'est un chiffre qui est en progression constante. J'ai calculé que depuis 2011, le SILA a doublé la participation des exposants. Tous ces éléments sont des éléments positifs. On a de quoi faire quelque chose de formidable. Mais si on ne se pose pas la question à quoi ça sert et comment le faire, évidemment, on va continuer à faire, j'allais dire, dans le faire. On est toujours rester dans le factuel et parfois il faut descendre de bicyclette pour se voir pédaler.
Alors, j'aimerais également entendre votre discours, Sofiane Hajjaj. Pourquoi n'a-t-on jamais réellement, jusqu'à aujourd'hui, 23e édition, bientôt du 29 octobre jusqu'au 10 novembre prochain, au niveau de la SAFEX, jamais engagé une véritable réflexion sur justement le SILA? Que lit-on? Quels sont les livres les mieux vendus? Est-ce que les auteurs aujourd'hui ont vendu, donc justement, ont-ils de la visibilité ici, mais également ailleurs? Pourquoi y a-t-il réellement aujourd'hui ce vide sidéral? Alors, je partage totalement l'analyse d'Amziane Farhani. En effet, sur le SILA, on peut s'interroger. On est, comme pour de nombreux domaines, on est toujours dans une espèce d'urgence de faire des événements. On adore les événements. Les événements, on fait des conférences de presse, ça fait la une des journaux. Bon, alors l'idée de 1,5 million de visiteurs, moi j'aimerais bien qu'on me dise exactement 1,5 million, comment on calcule, comment on compte, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Indéniablement... C'est quand même une question, hein, c'est important. Mais indéniablement, le SILA, c'est un événement majeur, culturellement majeur. C'est le plus grand événement culturel en Algérie. Plus que le festival de rail ou de théâtre ou de tout ce qu'on veut, de Timgad, etc. Et ça... Plus que la Coupe d'Algérie de football. Oui, exactement. Par contre, moi j'ai un avis tranché depuis de nombreuses années, on le dit, mais personne ne nous entend. Il y a quelque chose, il y a presque une espèce de scandale à travers ce salon du livre quand même. Alors on dit toujours, on entend toujours, les officiels sont ravis de dire les gens prennent leur voiture et ils viennent de la Rouat en voiture et ils traversent l'Algérie, ils viennent acheter des livres, ils viennent de Annaba, ils viennent de Tlemcen, etc. Moi je trouve que dire ça, c'est plus un aveu d'échec qu'une réussite, parce que faire qu'un citoyen algérien vienne de Annaba de 600 km prennent sa voiture, ou de Kabylie, ou du Sud. C'est-à-dire qu'on est en Algérie en 2018, avec les moyens financiers dont on a disposé, peut-être maintenant un peu moins, mais en tout cas, on a eu à un moment donné de l'argent à n'en plus que savoir en faire. Ne pas être capable d'organiser un salon international du livre à Oran et à Constantine ou à Annaba, au moins ces deux villes, et dans le Sud, c'est-à-dire à offrir aux citoyens un rapport normal au livre et pas juste prendre sa voiture et faire 5 heures ou 10 heures de route, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Autre chose, je pense que le Salon international du livre, par son succès qui est indéniable, et nous on est ravis d'y participer évidemment, c'est plus un événement commercial plus qu'un événement culturel à mon sens. C'est là où on vend des livres, on voit bien comment tout est organisé autour de salons professionnels. Professionnel, il est surtout pas professionnel, c'est un salon commercial et c'est très bien. Dans les années 70-80, on parlait de foires, aujourd'hui on parle de salons donc mieux organisés, mieux réfléchis. Et malheureusement, ça n'est pas le cas d'après ce que c'est un événement commercial très important et c'est très bien. Il attire les foules, c'est parfait. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que pourquoi il y a 1,5 million de visiteurs? C'est parce que les librairies, soit il n'y en a plus à travers le territoire national, soit elles sont vides. Et aujourd'hui, on est un pays de 2 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants. Nous, en tant qu'éditeurs, on travaille avec 40 libraires. Pour 40 millions d'habitants, enfin c'est une librairie par million d'habitants. Enfin si on veut faire un chiffre qui choque, et ça pourrait faire la une d'Al Watan, on a 40 librairies, 40 millions d'habitants. À titre d'exemple, et il faut jamais se comparer évidemment aux autres pays, c'est d'autres histoires, d'autres conditions. En France, il y a 2000 librairies. Donc on n'en est peut-être pas à ce niveau-là, mais de 40 d'ailleurs, beaucoup de librairies ferment malheureusement. Hein, ferment, et entre 40 et 2000, peut-être qu'il y a une marge, on ne demande pas 2000 librairies, mais voilà, donc le salon du livre, les gens se précipitent, les lecteurs, pardon, se précipitent parce qu'évidemment, il y a une disponibilité du livre du monde arabe, de France, de Belgique, du Canada, de Suisse, des ouvrages scientifiques, des livres de cuisine, et c'est très bien, des nouveautés, c'est très bien, mais le reste de l'année, on travaille on traverse le désert. Voilà, on travaille, on fait du bricolage. On est dans le bricolage, il faut le dire. Tous les éditeurs, et encore là où peut-être je ne serais pas d'accord avec Amziane Farhani quand il dit tous les secteurs, je trouve que le secteur du livre, l'économie du livre encore, elle tient la route. Globalement, il y a des éditeurs, il y a des libraires, il y a des auteurs. Quand on voit le secteur du théâtre ou du cinéma, c'est plus que catastrophique. Vous faites un film, il y a une avant-première où assistent les officiels, le ministre vient inaugurer, et puis après ça n'existe plus. Nous, on sort des livres, on fait des ventes dédicaces, on fait des rencontres, on va à l'université, on fait des rencontres avec des associations. Il faut souligner le travail des associations en Kabylie, à l'Est, à l'Ouest, qui organisent. Dans notre secteur, je trouve que on arrive plus ou moins à travailler, mais dans le théâtre et dans le cinéma, c'est plus que catastrophique. Amziane Farhani, avant d'aller vers d'autres questions, il salue également des téléspectateurs sur cultureclub@20tv.dz. Je vous écoute. Rapidement. C'est vrai que ce que je disais dans mon article, c'est que le SILA est la vitrine du secteur du livre. Mais c'est en même temps son souffre-douleur. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tous les problèmes
que vit le secteur du livre se déverse pendant 10 jours au même endroit et ça crée une pression incroyable. Et effectivement, si on prend le nombre de librairies, on voit il y a des territoires immenses, des milliers de kilomètres carrés où il n'y a pas, c'est ce que j'ai appelé le no books land. C'est-à-dire tu as à l'intérieur du pays des endroits où il n'y a pas de livres. Mais le problème n'est pas tant la librairie, parce que dans les pays, effectivement, où il y a une crise de la librairie, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place. Ouais. On vend le livre par correspondance, on le vend sous des formes numériques, etc. L'essentiel, c'est que le livre existe. Sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. On ne hein, s'attache pas au livre-objet uniquement. Mais il n'empêche qu'il faut encore des librairies. Deuxièmement, nous avons un grand problème, c'est que du fait que ce problème de distribution et d'accès aux livres s'est toujours posé. Deuxièmement, du fait qu'on Mais malheureusement, il se pose encore 23 ans après. Oui, j'arrive. Du fait qu'on ait eu ces fameuses foires, si vous vous souvenez, des années 80, où on a vendu à la tonne des livres comment dire, importés avec une subvention qui atteignait parfois 80%, qui a fait que certains coopérants techniques ont acheté plusieurs éditions de l'encyclopédie Universalis pour la revendre à Paris, où elle se vendait à l'époque à plus de 15 000 francs. C'est énorme. Donc on a créé quoi? Une habitude chez le lecteur algérien d'acheter le livre. Et ça pose un autre problème. C'est les modalités de lecture. On a un réseau de bibliothèques, de 300 ou plus bibliothèques, on a beaucoup construit, mais l'animation, l'encadrement de ces bibliothèques est très faible. C'est devenu soit des salles de révision pour les enfants, soit et donc il n'y a pas un encouragement de la lecture publique. Ce que disent certains, c'est que s'il y a beaucoup de bibliothèques, le secteur du livre va s'effondrer. C'est faux. Dans tous les pays où il y a des bibliothèques, on crée des générations de lecteurs. Et ces lecteurs deviennent ensuite acquéreurs. C'est la grande leçon, c'est que le pays le plus capitaliste au monde, si l'on peut dire, en tout cas le temple du capital, c'est bien les États-Unis d'Amérique, c'est un des pays qui a sans doute le plus de bibliothèques au monde. Il y en a partout, même dans les entreprises américaines les plus hard du point de vue de la compétition, il y a des bibliothèques. Alors donc la question qui s'impose avant d'écouter bien sûr l'avis de nos autres invités, justement Sofiane Hajjaj mais également Mziane Farhani, on n'a toujours pas capitalisé l'un des plus grands rendez-vous incontournables, je le disais, de la saison ou de l'année 2018-2019, à savoir le SILA. Non, je ne sais pas si c'est juste une question de capitaliser, mais je pense qu'il y a un problème de réflexion. C'est énorme. Il y a un problème de réflexion. On a commencé par la réflexion. Mais je crois que les institutions, et à leur tête le ministère de la Culture, ne veulent pas réfléchir aux choses. Ils veulent organiser des événements. Parce qu'organiser des événements, c'est simple. Vous avez un budget, vous confiez ça à quelqu'un, et puis il y a de la médiatisation, et ça marche. En revanche, réfléchir à un secteur, mais c'est valable pour tous les secteurs, réfléchir à une politique culturelle, à une politique du livre, par exemple. Où est-ce qu'on en est de la politique du livre aujourd'hui ? Je ne sais pas où on est nulle part. Attendez, mais on est nulle part. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Depuis qu'on existe, depuis quelques années, ça fait 2 ou 3 ans, on n'a aucun contact avec le ministère de la Culture. Par exemple, depuis 3 ans, personne du ministère de la Culture n'est venu nous voir sur notre stand au moment du Salon du Livre. Personne, je dis bien personne, ni du Centre national du livre, ni du ministère de la Culture. Donc ça veut dire qu'il y a cette logique de l'événementiel. Parce que l'événementiel, voilà, ça crée de la médiatisation, c'est très bien, ça fait parler d'un secteur, d'une problématique, mais en même temps, le reste de l'année, on est livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes et je ne sais même pas si ces institutions, je ne sais même pas s'ils savent qu'on existe et je vais vous dire même franchement, je travaille dans ce secteur du livre aujourd'hui comme si le ministère de la Culture n'existait pas.
Et je ne sais pas desquels des deux est le plus grave. Est-ce que c'est moi qui n'existe plus pour eux, ou si c'est eux qui n'existent plus pour moi, c'est peut-être le plus grave. Vous êtes l'une des maisons d'édition aussi. Et donc je crois qu'il y a une vraie problématique, mais on continue à travailler parce que, comme je disais, il y a un écosystème qui fonctionne relativement bien. Nous, on a nos auteurs. Nous, on essaye de capitaliser, d'accumuler à la fois de l'expérience, du savoir-faire et de continuer à défendre des auteurs. Donc ça, on le fait tout seul. On arrive plus ou moins à bien le faire. Je ne sais pas si bien le faire, mais ça demande beaucoup d'énergie. Mais pour le reste, je ne sais pas où on en est. Mais vous parliez à l'instant du ministère de la Culture qui, pendant de longues années, a donné un sacré coup de main aux jeunes maisons d'édition en leur rachetant, tenez-vous bien, 1000 exemplaires de chaque titre. Alors, ça a été une aide ou un assistanat? C'est une vraie question aussi. C'est une vraie question. Moi, ma réponse, si vous permettez là-dessus, c'est que c'était une mesure extraordinaire qui a permis en tout cas... Qui pouvait donner naissance à des maisons d'édition, à réactiver le secteur du livre. Des maisons d'édition sont nées d'ailleurs de la présence de cette aide et c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Le problème, c'est que les critères d'attribution de l'aide n'étaient pas transparents. Dans tous les pays où on accorde des aides, il y a des sites internet où vous allez et on vous dit on a accordé une aide de temps à telle personne pour tel projet. Il y a une responsabilité et une visibilité qui fait que... de transparence. Une transparence absolument de ça. Et donc c'était une mesure très généreuse et je dirais même trop généreuse. Parce qu'il y a des gens qui en ont profité pour faire des choses, ma foi, qui ne se sont vendues... qu'à 1 ou 2 exemplaires. Mais je préfère ne pas revenir sur le nombre de participants et de maisons d'édition qui chaque année est de plus en plus important, mais qui dans le fond n'activent qu'une fois par an, donc justement qui profitent donc justement de l'organisation de tels événements. Alors que maisons d'édition, toutes maisons d'édition confondues, et ça n'engage que l'animateur que je suis, tourne autour, et je suis assez sympa entre parenthèses de parler d'une 50aine ou d'une 60aine qui active tout au long de l'année. Hein. Et quand on arrive donc justement au Salon international du livre, vous lisez 300, 400 maisons d'édition nationale, moi ça me donne réellement le vertige. Alors cette année, sur les 1015 exposants, 276 nationaux. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la proportion a été conservée, c'est-à-dire que toujours les éditeurs algériens dans l'histoire du SILA ont représenté environ un tiers de la participation. À 27,%, on est à peu près 27. J'ai calculé 27,7% cette année, on reste dans la proportion. Cependant, on constate pour la première fois une baisse. Est-ce que c'est une tendance? Je ne sais pas, mais en tout cas, mon observation toute l'année de ce qui se passe me prouve ou tend à me prouver que les éditeurs occasionnels ou disons-le opportunistes sont en train de se retirer. Parce qu'il n'y a plus parce qu'il y a un contrôle. Et en fin de compte, si ça doit diminuer, sans que je sois pour un système de concentration, si ça doit diminuer pour que ne restent que les maisons qui sont réellement productives et qui s'investissent avec, j'allais dire, foi dans le livre, eh bien, tant mieux. Réflexion pour l'organisation du 23e Salon international du livre. Il en est question pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours. J'ai juste oublié de préciser en début d'émission que nous avons invité sur ce plateau pour ce débat, donc justement, 2 maisons d'édition, à savoir l'ANEP, mais également l'ENAG, qui n'ont malheureusement pas pu être des nôtres. Cela étant dit, question-réaction cultureclub@20tv.dz. Bonsoir, Alsri, que dis-je, notre ami... non, parce que Alsri Metraf est un très bon copain. Entre autres, non, bah, que vous avez entre autres... Et d'ailleurs, il figure, un de ses textes figure dans Haïzia, mon amour. Exactement, ça, qui vous avez donc justement... alors, on revient à vous, Lazhari Lapter, je le disais, auteur, ancien éditeur. La question qui s'impose, on parlait en début d'émission de capitalisation. Donc aujourd'hui, c'est un marché toujours en quête d'organisation. Qu'est-ce qui se passe? Avant peut-être de parler du marché, je voudrais revenir sur je vous voyais prendre des notes depuis le début de l'émission. Hein. Oui, 2 ou 3 petites choses pour ne pas oublier, parce qu'avec l'âge, on commence à être touché. Très jeune, bien sûr. Oui. Je plaisante. Donc voilà, je viens d'écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce qui vient d'être dit par mes amis Farhani Amzian et Soufiane Hadjaj.
J'avais lu évidemment l'article qui a été publié dans El Watan et j'en ai parlé autour de moi en disant voilà, enfin, nous avons une réflexion. Ça ne veut pas dire qu'elle est nouvelle, c'est une ancienne réflexion. L'avantage de cet article de Ferhan Mziane, qui est un acteur de la scène culturelle, un auteur, mais qui a connu aussi le Sila un peu comme nous de l'intérieur, c'est qu'il a réussi à synthétiser tout ce que nous disons depuis de longues années, que nous répétons sur les plateaux de télé, de il a aussi radio. également dit des choses qu'on ne dit pas. J'y arrive. Des choses qui dérangent. J'y arrive. Évidemment, oui. Ouais. L'intérêt de l'article dans le titre est un peu provocateur, mais ça c'est la technique des journalistes. À quoi sert le Sila et ce marché en quête d'organisation? Absolument. Et qui a été étayé par Sofiane dans ce qu'il vient de dire. Je le partage complètement. J'ajouterai juste ceci. Il y a deux approches en fait. Pour moi, il y a deux approches de ce fait culturel incontournable, capital aujourd'hui, qui est le Sila, mais au-delà du Sila, c'est-à-dire de ce palmier, puisqu'on parlait de palmier tout à l'heure, qui cache le désert culturel dans le pays, il y a deux approches. Il y a une approche de type bureaucratique. C'est celle qu'on voit chaque année dans les conférences de presse avant le Sila, ensuite après le Sila, et après on ferme la porte. Voilà, cette année on a les chiffres comme chaque année, nous avons 270 éditeurs algériens, à peu près 276, 1015 étrangers avec la participation chinoise, 1,5 million, 1,5 million de visiteurs probablement ou 2 millions, peu importe, et ainsi de suite. On donne parfois aussi le nombre de livres qui rentrent. Pour moi, c'est une approche bureaucratique, c'est une approche d'institution, c'est une approche de ministère. C'est une approche qu'on trouve dans toutes les administrations qui permet à la fin de l'année de dire voilà, j'ai consacré le budget à ceci et à cela, le salon a eu lieu, et voilà dans mes cahiers, je note combien de visiteurs, combien de livres, combien d'invités, etc., etc. Il y a l'approche de type politique. C'est celle que faisaient mes amis tout à l'heure en disant mais où est la réflexion? C'est se poser les questions de fond et se poser pour se les poser. C'est-à-dire faire simplement un bilan d'étape. Ce bilan aurait dû être fait il y a déjà 3 ans, par exemple au 20e, symboliquement, parlons, au 20e Sila. Je m'arrête et j'ai dit, ça fait 20 ans que j'organise ce Sila. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il apporte comme plus-value sur le plan culturel, pour le livre, pour les maisons d'édition, pour la lecture, pour les bibliothèques, pour les librairies, et ainsi de suite. Donc, pour la politique nationale du livre, cette arlésienne dont on parle depuis maintenant 15 ans, puisqu'on était ensemble aux assises de 2003, 15 ans, enfin 13, 14, 15 ans, et dont les grandes lignes ont été tracées et qui n'a jamais été appliquée, jusqu'à aujourd'hui. Et donc on se retrouve chaque année, tout à l'heure vous disiez le énième débat. Oui, c'est le énième, et ce ne sera probablement pas le dernier, parce qu'on revient toujours à ça. Nous ne voulons pas, enfin, les responsables ne veulent pas répondre à ces questions fondamentales, qui sont: veut-on réellement d'une industrie culturelle dans ce pays au sens propre du terme? Veut-on réellement d'une politique nationale du livre sous-tendue par une philosophie claire de ce qu'on veut, avec une projection sur l'avenir au moins sur 2 générations, c'est-à-dire dans 60 ans? Veut-on savoir qui lit en Algérie? Qui lit quoi en Algérie? Dans quelle région et dans quelle langue? Quel genre de livre on lit? Et même sur les statistiques du Sila eux-mêmes, c'est-à-dire 1 500 000 visiteurs, j'aurais aimé savoir, et c'est facile à organiser, on ne l'a pas fait depuis de longues années, simplement quels sont les achats. On peut exiger de chaque maison d'édition présente dans les autres pays, vous ne payez pas en espèces, vous payez avec une carte et une machine qui comptabilise tout. À la fin, au moins, je sais le nombre de romans achetés, le nombre d'essais, le nombre de pièces de théâtre, le nombre de poésies, le nombre d'encyclopédies, de dictionnaires. J'ai des statistiques précises sur les grosses tendances dans le pays par rapport à la lecture. Et dans quelle langue, évidemment, et quelle tranche d'âge. Je terminerai simplement en disant que ce constat que je fais et qu'ont fait mes amis sur le Sila, il est exactement le même pour le FIBDA, qui vient de se terminer, on va parler de BD tout à l'heure, il est le même pour l'ex-FELIV. J'ai toujours dit, ce salon hybride qui s'appelle le Festival international de la littérature et du livre jeunesse, qui est une sorte de syllabus, à quoi sert-il? Dans la mesure où il n'existe pas d'éditeurs de littérature enfantine et de jeunesse dans le pays. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher où vous voulez, il n'y en a pas. FIBDA, nous venons d'organiser le 11e. Regardez, vous avez un salon qui est devenu international, réputé dans le monde,
Mais depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez toujours pas d'éditeur de BD. Et je sais de quoi je parle. Non, il y a 3. Il n'y en a que 3. Il n'y en a pas du tout pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Quand je parle d'éditeur de BD, c'est un vrai éditeur de BD. C'est pas qui fait de la BD occasionnellement comme les NAG, par exemple. Avec tout le respect que j'ai pour le travail que fait les NAG. Attendez. Mais les NAG n'a réédité tous les titres de la bande dessinée qu'en 2003, parce qu'il y a eu l'année de la C'est ce que je dis, comme l'année, quand j'y étais avec Samira, on a publié quelques ouvrages, dont un de Feu Bouslah, qu'on a réédité les anciens. Mais je ne parle pas de ça. Il y a un éditeur, il s'appelle DZ Link, c'est l'App Store. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un éditeur. Il y a une éditrice qui fait de la bande dessinée par la force des choses parce qu'elle est commissaire du festival. Il y avait Casa Édition qui faisait de l'excellent travail. Oui, je sais, il n'est plus. Oui, aujourd'hui, mais jusqu'à l'année dernière. On se retrouve avec un seul éditeur de BD, un vrai, et le reste, Daliman par exemple, qui est la commissaire et l'éditrice, avec tout le respect que je dois pour Madame Nejem Dalila, a fait de la BD parce qu'elle était commissaire du livre et continue de le faire parce qu'elle est commissaire. Mais ce n'est pas une éditrice de BD, ce n'est pas Glénat, ce n'est pas les grands éditeurs, c'est même pas... Mais elle n'a jamais prétendu être éditrice de BD non plus. Je ne dis pas qu'elle a prétendu ou pas, j'essaie de faire un constat. Le FIBDA est un grand salon dans un grand pays, mais sans aucun éditeur de bande dessinée. Le FELI va disparaître parce qu'il n'y a pas d'éditeur de jeunesse. Quatre nouveautés cette année lors de l'organisation de la 11e. C'est dérisoire. Alors aujourd'hui, on veut donner de la visibilité. C'est une honte d'en parler. Elle le disait elle-même sur ce même plateau. Je termine juste sur si là je reviens aux chiffres, ce que disait Sofiane tout à l'heure, et à juste titre. Heureusement que pour le Salon du Livre, nous avons de vrais éditeurs. Heureusement. Et de vrais écrivains. Heureusement. C'est ceux-là, en fait, qui font le... Ah ben oui. Je ne savais pas qu'il y avait de faux écrivains au passage. Enfin, il y a des gens qui écrivent et d'autres qui ont de la plume. Et de bons éditeurs. Et les éditeurs, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, Anna, j'assume complètement mes propos, sur les 270, on a cité ceux qui se sont greffés sur l'aide du ministère qui était excellente, mais qui a permis aussi à beaucoup d'aventuriers de rentrer dans un domaine qui n'est pas du tout des bagarres du livre. Mais où est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'animateur ? Des bagarres du livre. Et heureusement qu'il y a les vrais éditeurs, ceux qui ont une philosophie, une ligne éditoriale, une vision et qui publient. Cela, ils se comptent sur les doigts des deux mains. En étant gentil, je dis toutes maisons d'édition confondues. Arabe, j'ai parlé d'une trentaine ou d'une cinquantaine. Il doit y avoir 20 éditeurs respectables et respectés. Mais alors que dans le salon, donc justement, on parle de 25, de 250, voire moi-même de 350. Toutes ces problématiques ont fait que vous fermiez votre maison d'édition, Zahir Labter ? Non, c'est pas forcément lié. Si, problématiques, oui, évidemment. Non-visibilité, manque d'aide. Évidemment, on parlait du CNL tout à l'heure. Dans un pays, on se serait au moins inquiété. Le CNL, on peut écrire un article. À quoi sert le CNL? Ça fait 10 ans qu'il existe, il ne sert strictement à rien. Il aurait pu au moins s'inquiéter. Pas de moi, j'ai fermé, j'ai choisi une autre voie, j'écris. Mais ma collègue, elle est là, elle se débat tous les jours avec ses problèmes. Et aucun responsable ne peut prendre le coup de téléphone, ils ne lisent pas Facebook, ils ne lisent pas les réseaux sociaux, ils ne lisent pas les journaux. J'appelle et je dis, vous avez des difficultés, venez madame, on discute de vos difficultés, parce que chaque éditeur qui ferme dans ce pays, c'est une perte pour la culture, c'est une perte pour les livres, c'est une perte pour le pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, réflexion sur la 23e édition du Salon international du livre qui ouvrira ses portes, je vous le rappelle, du 29 de ce mois jusqu'au 10 novembre prochain. Question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Bonsoir Samira Bendriss. Voilà, donc il a réellement tendu la perche à l'animateur que je suis. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui à travers tout ce questionnement, ces problématiques qui se creusent toujours encore un peu plus? Mais je pense que ce qui me tient toujours dynamique, si on peut dire, c'est la passion de ce métier. Et après, mais la passion ne nourrit pas son âme. Exactement. On en arrive justement à cette éventualité ou cette réalité que ça ne nourrit pas. Et malheureusement, j'ai aussi d'autant plus de désolation, si on veut, parce que le Zahir, l'année passée, c'était mon auteur. Aujourd'hui, malheureusement, pour ce salon, je n'ai pas pu publier ses ouvrages. Donc, il est chez un éditeur collègue. C'est dire que l'édition... C'est une perte pour vous? C'est une perte, bien sûr. Le fait de le perdre comme auteur, oui. Le fait de refuser des manuscrits qui sont très intéressants, mais on n'arrive plus à assumer, à payer l'impression, ne serait-ce que... Et puis, je suis de ceux qui ne veulent pas faire de cette édition à compte d'auteur une édition, je ne sais pas, je trouve qu'il y a des amis, il y a des collègues qui sont venus à ça. Je trouve que ce n'est pas une solution pour améliorer le secteur de l'édition. C'est-à-dire faire de l'auto-édition ou faire de la prestation de service et considérer cela comme une édition à part entière, je pense que non. C'est-à-dire il y a beaucoup d'auteurs
d'auteurs qui continuent, parce qu'ils veulent se voir publier, ils contribuent au financement de leurs livres. C'est une manière, c'est une solution, mais je trouve que quand même, c'est pas ça la solution. Comment vous arrivez aujourd'hui à éditer une dizaine ou une quinzaine d'ouvrages chaque année? Difficilement. Cette année, non, je n'en ai pas fait autant. Pour le silage, enfin, pour cette année, je n'ai que 3 publications, malheureusement. Et je suis vraiment désolée de le dire, d'autant plus que j'avais dans le programme de l'année beaucoup plus d'ouvrages que ça. Je n'ai pu faire que les 3. Et je suis désolée, vous me tendez la perche justement, entre autres publications que je devais faire et que j'ai malheureusement supprimées de ma... Et beaucoup m'en veulent justement. Il y avait entre autres un ouvrage de notre ami Rabah Belamri, donc Pierre d'équilibre, que je devais publier. J'avais promis à la famille de le faire et son frère m'en veut. Et là, vous me permettrez vraiment de lui présenter mes excuses de ne pas pouvoir le faire comme j'avais promis de le faire pour ceci-là. Et voilà. Donc c'est l'une des réalités de ce métier, c'est que c'est vrai qu'on continue de le faire par passion, mais après la passion, ça nourrit pas. Et quand vous avez des ouvrages qui sont intéressants et que vous n'arrivez pas, même pas à écouler avant, on faisait une publication, un tirage de 1000 exemplaires sur un territoire comme l'Algérie, on arrivait. Mais non, c'est un best-seller chez nous quand on parle de 1000 exemplaires. Non, maintenant on est arrivé à 500. Moi, les dernières publications, ce que vous avez montré aujourd'hui, j'ai publié 500 exemplaires et j'ai du mal à les écouler. J'ai du mal à les écouler. Vous parliez de 40 librairies, je n'arrive même pas à les placer dans ces 40. Je disais sur l'ensemble du territoire national. C'est très grave. Ouais. Et même au niveau de la distribution, mais le problème reste posé. C'est le point noir depuis de très longues années. Je disais à une collègue. Les métiers de l'édition, nous en parlerons dans quelques instants. Je disais par exemple à une collègue, pour la faire rire, mais c'est vraiment la réalité, je dis si tu veux cacher un titre, mais donne-le à un distributeur, au bout d'une année, même s'il est épuisé chez toi, tu vas le retrouver chez ton éditeur. Ouais. Et c'est vraiment le cas parce que c'est un distributeur plutôt. Parce que c'est un dépôt, il ferme le dépôt et si vraiment... Des archives. Vraiment, c'est des archives. Hein. Il m'est arrivé de retrouver des ouvrages que je n'ai plus et je me rends... Donc, telle année, j'ai déposé chez tel. Eh bien, je le retrouve là où je l'ai trouvé. Donc, même si ce n'est pas une tonne, c'est... C'est terrible. Hein. Par contre, moi, le problème, c'est-à-dire que c'est... Je suis désolée de le dire, mais c'est toujours un débat stérile parce qu'il n'y a pas de solution. Ces histoires, ces problèmes, chaque année, on le remet sur le tapis. C'est ce que j'ai dit en début d'émission, mais apporter une véritable réflexion aujourd'hui, et dire des vérités sur... Juste une seconde de t'interrompre. Non, c'est très important ce qu'elle dit. Non. On pose les mêmes problèmes. C'est pas qu'il n'y a pas de solution. Les solutions existent, elles sont connues. Il n'y a pas de volonté politique pour appliquer ces solutions. Mais justement, il faut être clair. Les assises du livre ont eu lieu il y a un peu plus de 15 ans. Nous en parlions également tout à l'heure. Ce qui est désolant, il y a eu des recommandations qui n'ont malheureusement pas été appliquées. Mais ce qui nous fait vraiment de la peine, c'est-à-dire que nous sommes nombreux à débattre de ça et à parler de ces problèmes. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans notre situation, qui parlaient et qui vivaient ces problèmes. Et quand ils ont pu accéder à des postes et qui peuvent régler ces problèmes, ils n'ont rien fait. Donc il y a quelque chose ils ont souffert des mêmes problèmes. Ils étaient avec nous dans des débats, on parlait de la même chose. Et quand vous pouvez régler ce problème, vous ne le faites pas. Ça veut dire quoi? C'est quoi la volonté politique? Je n'ai pas compris. Nous avions tous une solution qui était entre nos mains et ils disaient, moi je ne peux rien faire parce que... Mais quand vous atteignez un certain poste ou une certaine hiérarchie où vous pouvez régler certains problèmes qui se règlent très 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 facilement et que vous ne faites rien, ça veut dire que vous n'avez pas de volonté vraiment. C'est-à-dire que vous n'aimez pas ce que vous faisiez ou c'était une manière d'escalader comme ça les échelons, je ne sais pas comment on appelle ça, pour atteindre un but. Et en parlant de salon, à quoi sert le salon? Moi, il me sert à donner de la visibilité à mes publications, à mes auteurs, à connaître mes lecteurs. Mais un événementiel partant une fois par an, ça n'est pas suffisant. Et moi, je me contente. Non, on ne se contente pas du salon. Et pour ceux qui nous suivent, on est tout le temps à l'affût d'associations, de petits comités dans les villages. Nous, on bouge, on va là où on nous ouvre les portes, on va. Il y a des associations en Kabylie très dynamiques. Là où on nous sollicite, on vient, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, vous n'arrivez pas à écouler vos titres, ni à donner de la visibilité à vos auteurs. C'est-à-dire, écoutez, Karim, même si vous allez quelque part, vous êtes invité, vous allez déposer. Mais moi, je ne vais pas me transformer en distributeur qui va déposer et après repartir pour chercher ce qu'il a déposé en librairie. C'est pas mon travail, mais avec ça, on continue, on le fait. On est invité, par exemple, à Béjaïa quelque part, on voit que les livres ne sont pas là, on les prend dans notre malle, on les dépose. Mais il va falloir qu'on repasse aussi une autre fois à Tlemcen, à Ouaharan, etc.
commercialise. Donc non seulement éditeur, donc on va être aussi distributeur. On n'a pas d'espace librairie, donc on est en train de provoquer des rencontres ou d'organiser des rencontres quand on a des espaces qui nous acceptent de le faire, ce qui n'est pas le cas. Oui. Et donc, parce qu'il faut dire que quand il y a de l'animation autour d'un ouvrage, ça marche. Les gens ont besoin d'avoir l'auteur sur place. Et quand vous les sollicitez, quand les auteurs, les villageois, par exemple, sont très contents d'avoir des activités dans leur village, des auteurs, parce que pour eux, un auteur qui écrit est peut-être mort, c'est-à-dire il n'est pas de ce monde, ou il n'est pas jeune, il n'est pas comme nous, je ne sais pas. Mais c'est vrai, donc leur faire venir, je ne sais pas, vous, par exemple, vous avez vu avec Kamel Daoud, avec tous les autres auteurs, avec Zahedi l'année passée, quand on a sillonné un peu les villages algériens, ils étaient ravis de nous voir. Après la vente, c'est-à-dire l'achat, ils achètent, ils n'achètent pas, en français, en arabe, en tamazigh, ça c'est un autre débat, mais au moins ils sont contents de nous voir. Un débat dont on ne parle pratiquement jamais, ce sont les métiers directement liés à l'édition. Hein. C'est la chaîne du livre. La chaîne du livre. Amiziane Farhani, très rapidement. Rapidement, je ne sais pas, mais on va essayer. Non, on entend. Parce qu'il y a encore 1001 questions à poser. Bien sûr, il y en a 100 000. Mais en entendant et exprimer ces difficultés, je voulais parler aussi des mesures économiques qui pourraient accompagner, et même des mesures qui seraient simples à prendre. On nous parle de la crise et donc on ne peut pas aider et tout. On a augmenté la TVA, elle est à 17% maintenant. OK? Non, c'est ça. 17, Elle s'applique aux livres. Moi, tous les ans, je reçois le rapport annuel de l'Association internationale des éditeurs. L'année dernière, je l'ai reçu et il y avait une étude extraordinaire sur la TVA du livre dans le monde. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que la tendance mondiale était à la TVA zéro. Plus que ça, presque tout le monde arabe applique la TVA zéro pour le livre. Ce qui fait que quand nos autorités appellent nos éditeurs à exporter, ils vont exporter comment? Ils vont exporter pour être concurrentiels par rapport à des éditeurs locaux qui, eux, ne sont pas frappés de TVA. En plus, attends, excuse-moi, ce n'est même pas du financement ou ce qu'on appelle du concours à perte, c'est-à-dire que l'État va perdre une surface d'assiette fiscale qui est ridicule pour gagner à côté la création, le maintien d'emplois, la création d'emplois, des activités, l'imprimerie, le transport de livres, le stockage de livres, tout ça est imposable. Quand tu mets la TVA zéro sur le livre, tu permets à une petite industrie de se développer. Et les États récupèrent largement ce qu'ils ont perdu en fiscalité là-dedans. D'un mot, pardon Samira, parce qu'il faut rappeler, Samira, on a ce genre de débat souvent. Elle se pose, c'est quoi la volonté politique? Eh bien, la volonté politique commence par ça. C'est une des recommandations des assises du livre de ramener la TVA pour le livre au taux zéro ou symbolique. Elle n'a jamais été appliquée jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la volonté politique. Et pire que ça, pardon, excuse-moi, mais pire que ça, puisqu'on parle maintenant des coûts, etc. Donc avec tous les problèmes dans lesquels on se débat, et on s'autorise à augmenter aussi même le prix. Par exemple, pour la participation, le frais de participation augmente chaque année et le prix du mètre carré augmente chaque année. Pour quelle raison? Nous, on a des problèmes monstres. Il y a pire, on paye. Attendez, mais je pense qu'au moins, il y a des améliorations. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré pendant ces 23 ans? On aurait bien voulu poser la question à l'un des représentants de l'ENAG, mais malheureusement, il n'a pas répondu présent. On est au même endroit. C'est-à-dire pourquoi chaque année, les prix augmentent et on n'est même pas sûr de rentrer dans ce que nous avons... Ça, je le sais. Ça, je le sais parce que les prix de la SAFEX augmentent. Donc, eux, ils conservent leur marge et ça augmente. Par rapport à un salon du livre, c'est pas normal. Attends, c'est bien là, le plus grave. Je l'ai appris cette année, c'est que la SAFEX, paraît-il, a ajouté une taxe spéciale pour les installations. Ça veut dire qu'un éditeur qui investit, qui fait un stand avec un décor qui est correct, un design et tout, il paye une taxe. Ah oui, bientôt, je dirais... Ça fait 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans déjà. Ouais. Ça veut dire que d'ici quelques années, on va retomber dans les armoires métalliques et les bouquins par terre. Parce que je ne vois pas pourquoi les éditeurs vont se suer, et ils vont gaspiller, entre guillemets,
pour construire et concevoir des stands de niveau et en plus payer une taxe. Là, on encourage les médiocres, on encourage... Tenez-vous bien, entre J'espère 2000... qu'il y aura au moins une amélioration dans la signalétique, au moins ça. Parce que les gens, tout le monde, ils ont du mal à retrouver... On fera des débats sur place, je vous le promets, à partir du 29 et ce jusqu'au 10 novembre prochain. Tenez-vous bien, en 2013 et 2014, l'importation de livres avait atteint, tenez-vous bien, je vous le disais, plus de 65 millions d'euros. Il paraît que même parfois, le livre national coûte plus cher que le livre importé. Réflexion sur le Salon international du livre, question-réaction, cultureclub@untv.dz. On parle très souvent du salon. Oui. Le chiffre, il faut donner la source. Hein. Oui. Le chiffre, c'est la conférence de M. Bendif, ancien président de la CNL. Du Centre national du livre. Du Centre national du livre. C'était en 2013. Voilà, exactement ça. Bon. Si vous ramenez ça à la population, j'ai fait le calcul, c'est 1,64 € par habitant. C'est négligeable. Mais c'est pas ridicule, c'est la honte. Oui. Non, parce que les gens qui disent qu'on dépense de l'argent avec le livre, alors qu'on continue à importer de la mayonnaise et je ne sais quoi. Non, plus maintenant, hein, c'est réglé. Oui, d'accord. Oui, austérité faisant. Je pense pas pour l'instant. Bon. Alors, si vous le permettez, pour avancer, donc on parle très souvent du salon de Francfort, du salon de Paris et le salon d'Alger dans tout ça. On vous le disiez en début d'émission, plus d'1,5 million de visiteurs. Mais dans ces conditions-là, de problématiques, d'organisation, d'enchûtement, qu'est-ce qui attire autant d'exposants et de visiteurs ? Non, il y a une dimension commerciale à ce salon. Donc ça, c'est une réalité, il faut le dire. Et donc, on apporte une vision qui peut paraître peut-être pour le téléspectateur un peu négative ou noire. En même temps, bien évidemment, c'est un événement très important, qui est extraordinaire, qui est magnifique du point de vue de l'animation, du point de vue des lecteurs qui sont là. C'est toujours quelque chose de très émouvant, qui encourage. Il y a un appétit. On voit qu'il y a un appétit on voit qu'il y a quelque chose. Tout à fait. Même en absence de statistiques et de savoir qui lit quoi. Mais on voit bien, et peu importe, moi j'ai toujours tendance à dire, peu importe ce qu'on lit, que ce soit un livre de cuisine, un livre, une encyclopédie, un ouvrage universitaire, un roman, un ouvrage poésie, peu importe. Il y a un appétit, il y a un désir, ça c'est le plus important. Pour appuyer ton propos, j'ai fait un calcul bébête, j'allais dire. J'ai pris le nombre, 1,5 million, tu divises la population par ça, tu tombes à un chiffre qui est bien sûr une moyenne idéale et théorique. Un Algérien sur 27 a visité le SILA. Si tu fais la même chose avec le salon de Paris, le salon de Francfort et même le salon de Calcutta, qui a le plus grand nombre de 3 millions de trucs, si tu le ramènes au de Mexico, on est vraiment dans une proportion énorme. Et donc Sofiane a raison de dire qu'il y a quelque chose. Pardon. Oui, si on ramène les proportions, mais pourquoi il n'y a pas autant de visiteurs à Francfort ou Calcutta? C'est parce que le reste du temps, il y a des librairies, le reste de l'année. Ah oui, ils n'ont pas besoin de... Voilà, en France, je disais, il y a 2000 librairies, ça ne traverserait pas à l'esprit à n'importe qui d'aller au salon de Paris. Beaucoup de librairies ferment également en Europe, en France, entre autres. Oui, mais alors il y a des systèmes alternatifs. Aujourd'hui, on ne va pas citer les grandes marques, pardon. On va pas citer les marques. Mais voilà, il y a un moyen d'avoir le livre, d'y accéder par Internet, etc. Donc, il ne faut pas comparer. Moi, je dirais qu'il ne faut même pas se comparer à Francfort ou à Paris. Je pense qu'il faut se comparer, par exemple, à un salon qui a lieu en même temps que le salon du livre d'Alger, qui est le salon du livre de Beyrouth, au Liban, qui est un des 2 salons du livre à Beyrouth. Il y en a 2. Il y en a un en décembre, qui est le grand salon arabophone, qui concerne tout le marché arabe, et le salon francophone de Beyrouth. Alors, moi, j'y ai été une fois. C'est un tout petit salon. Comparé au salon du livre d'Alger, c'est peut-être 10 fois plus petit. C'est peut-être 10 fois plus petit. En termes de prestations, c'est sans commune mesure. Voilà, en termes de prestations, d'aménagement, de qualité, de ce qu'on offre aux participants et en même temps aux lecteurs, ça n'a rien à voir. En termes de dimension, alors c'est très étonnant de voir que, par exemple, les éditeurs étrangers, quand on parle des éditeurs, pas des représentants, les éditeurs étrangers préfèrent aller à Beyrouth que venir à Alger. À Alger, ils savent qu'à Alger, ils vont vendre des livres, ça c'est sûr, et il y aura du business, entre guillemets, il y aura du chiffre d'affaires. En revanche, d'un point de vue professionnel ou intellectuel ou culturel ou d'un point de vue symbolique, ils préfèrent aller au Salon du Livre de Beyrouth, qui en même temps qui est 10 fois plus petit. Donc là, la volonté politique, là, le désir
de faire en sorte que cet événement, symboliquement, culturellement, ait du sens, qu'il apporte une plus-value à notre pays et à la région, à notre pays de par sa situation géographique. On a une situation géographique qui est exceptionnelle. Méditerranée, Afrique, monde arabe, Europe. C'est l'un des capitalise plus grands, pas sur ça. Sans chauvinisme aucun, hein, le Salon international du livre d'Alger est l'un des plus grands du Maghreb et d'Afrique. En termes commercial, je crois qu'il faut faire le distinguo commercial. Il y a des salons du livre, pardon, en Amérique latine, à Buenos Aires par exemple, ou à Guadalajara au Mexique, ou en Inde, qui sont peut-être de cette même dimension, mais qui, symboliquement, apporte peut-être plus de choses que notre salon. C'est-à-dire que du point de vue des animations dans notre salon du livre, au-delà des chiffres et des statistiques, Lazare a raison de dire que le quantitatif, nous on en a assez du quantitatif, voilà, de dire il y a 10 000, il y a 1,5 million de visiteurs, il y a 100 000 exposants, etc. Ça ne nous intéresse pas. Qualitativement, qu'est-ce qu'il nous apporte, ce salon? Qualitativement, moi je pense qu'il n'apporte pas grand-chose, et il apporte même le fait que des citoyens prennent leur voiture et font 600 km pour aller acheter des livres. Ça, je trouve ça désastreux en termes d'image. Mais évidemment, d'un point de vue politique ou institutionnel, on va toujours trouver le moyen de se dire mais c'est magnifique, des gens prennent leur voiture et traversent l'Algérie pour aller acheter des livres. Mais oui, mais c'est plus un problème qu'un avantage. J'aimerais bien entendre votre discours sur les incidences sur l'image de l'Algérie, l'incidence interne mais également externe de tous ces pays qui étaient à l'honneur, la France, la Chine, la Chine cette année, le Canada. Quels étaient réellement leurs rendus après leur participation au Salon international du livre d'Alger? Le rendu des professionnels ou... Non, leur participation, leur incidence sur l'image de l'Algérie. Le Canada était l'invité d'honneur il n'y a pas longtemps, la France entre autres. L'incidence, donc justement, le regard, l'image externe de l'Algérie, justement vis-à-vis dans ces pays-là. Quelle était-elle? Moi, je pense que, pour ce que j'ai lu, et pu lire chez mes confrères étrangers, c'est généralement positif. Parce que, comme disait notre amie Sofiane, c'est une grande fête. Oui, mais tellement positif qu'ils envoient leurs représentants et non pas eux. Je vais vous dire, pour moi, le SILA, d'ailleurs... Il ne fait que quand c'est le pays invité d'honneur, il vient. Pour moi, d'un point de vue sociologique et humain, le SILA, je l'ai dit, c'est la seule tradition moderne que les Algériens ont créée. Parce que c'est devenu une tradition. Oui. Un. Deux, quand j'y suis, et quand vous y êtes, quand nous y sommes tous, on a cette impression, c'est bien qu'ils aient pris vivre ensemble comme sujet. Pour moi, le SILA, c'est une image de l'Algérie avec un vivre ensemble extraordinaire où on trouve des gens très différents, avec des âges, à tous les sexes, tous les âges, tous les milieux, qui coexistent avec la joie d'être là, même s'ils n'achètent pas des livres d'ailleurs, mais il y a cette ambiance culturelle. Ce que je voulais dire par rapport à ces histoires de salons et tout, c'est vrai, je citais le monsieur que j'ai rencontré, qui venait de Ouargla, en voiture, petit fonctionnaire moyen. Madame était enseignante avec 3 enfants. Il monte de Ouargla avec une voiture qui n'est pas une limousine. Ils ont pris 2 nuits d'hôtel dans un hôtel à Ussenti. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Et ils adorent lire. Ils ont transmis ça à leurs enfants. Ils viennent. Et effectivement, quand on voit cette image, c'est magnifique. Ça exprime un amour de la lecture, mais qui est impensable. Dans quel pays tu verras un type, bon, d'abord parce qu'il a le livre. Mais ils auraient préféré ils auraient préféré avoir un salon sur place. En même temps, ces gens, c'est la question que je posais. J'ai dit comment se fait-il que la capitale du Sahara algérien, Ouargla, qui est en plus la capitale des champs pétroliers, il y a quand même une vie, on a installé le tramway récemment et il n'y a pas de librairie. Parce que moi, je suis pas contre, je dis que la solution n'est pas de créer d'autres salons. Je dis qu'il faut les créer, comme le propose, en tant que mesure transitoire. Ouais. Faire garder le salon d'Alger international, avoir un réseau de salons régionaux, mais aussi de salons spécialisés. Pourquoi il n'y a pas un salon de l'étudiant, du livre universitaire, qui serait, lui, par exemple, itinérant? Pourquoi il n'y a pas un salon, excuse-moi, du livre pour enfants ou du livre d'histoire? On peut avoir des trucs spécialisés, du beau livre, etc.
Ensuite, c'est les librairies. Et là, il faut un plan Marshall, il faut les aider. Il faut que le système de lecture publique, c'est-à-dire les bibliothèques, soit dynamisé de manière sérieuse. Il y avait ce projet-là avec l'ancienne ministre de la Culture, dans chaque commune, une bibliothèque et une librairie. Oui. Ça, je me Juste rappelle pour très bien de ça. information, juste pour information, et c'est une anecdote, je crois, qui est extraordinairement parlante. Donc il y avait cet organisme qui existe toujours et qui maintenant vivote plus ou moins, qui est l'ANSEJ, de l'aide à l'emploi des jeunes. Vous savez que pour organiser une librairie, le chapitre librairie n'existe pas à l'ANSEJ. Exact. Voilà. C'est-à-dire qu'on considère qu'un jeune, entre guillemets, qui veut créer sa librairie, ne doit pas avoir droit aux aides de l'État pour créer une librairie, comme si la librairie était un secteur d'une rentabilité incroyable, qu'on allait gagner des milliards avec ça. Ça n'existe pas dans les chapitres de l'ANSEJ. Voilà, alors que le rush par rapport à l'ANSEJ se fait sur les lignes de transport, c'est connu. Bien sûr. Mais oui, c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on va investir dans des bus, dans des autobus, et on n'encourage pas les jeunes à travers ce système de l'ANSEJ, mais il peut y avoir d'autres systèmes, de créer des librairies dans les communes, dans les wilayats. C'est tout à fait vrai. Et à la question que tu posais, auquel mes camarades ont répondu en très grande partie, c'est que oui, les Algériens viennent pour des tas de raisons au Salon du Livre. Mais il y a une raison qui peut être principale. C'est que le Salon international du livre d'Alger est devenu la grande librairie annuelle d'Algérie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et les solutions dont parlait Méziane tout à l'heure existent dans les recommandations. C'est-à-dire de manière transitoire dans tous les pays du monde. C'est la vitrine du pays, de la capitale, un grand salon international. À Beyrouth, c'est exceptionnel, il y en a 2, enfin au Liban. Mais en plus de ce salon international qui est la grande vitrine du pays, l'image de marque du pays, de sa culture, on peut organiser, et c'est une des recommandations, des salons régionaux. On avait même donné les villes. Constantine, Oran, Ouergla, une fois par an. Ensuite, les salons spécialisés, on en avait parlé. Et évidemment, les encouragements par rapport aux bibliothèques et aux librairies. Le problème est réglé. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Les solutions existent, il suffit de les appliquer. Mais y a-t-il quelqu'un dans ce pays, au niveau des responsabilités le plus haut, qui nous entend depuis de longues années, qu'on ne cesse de répéter ça? Alors, écoute, excuse-moi. Parce que nous abordons les 10 dernières minutes avant la fin de l'émission. C'est vrai qu'il y a eu certains moments des salons régionaux auxquels on a participé, nous. Mais aussi, c'est pas évident de se déplacer, de faire combien de kilomètres, de centaines de kilomètres. Il faut un salon international, pas simplement national. Il y avait des salons nationaux, régionaux. Il faut que ce soit international. Je pense que c'est important, y compris symboliquement pour le lecteur, qu'il comprenne qu'il va avoir à travers ces salons accès aux livres arabes ou européens. Il faut que ce soit international, pas simplement régional. Je pense qu'avant de parler du salon international, il faut d'abord parler d'une librairie dans chaque ville. Si on fasse ça, on va pas faire ça. Je comprends le bien fondé et la sincérité de ta proposition. Mais on va encourager encore le système là. On va dire aux étrangers, c'est déjà mieux que rien. Oui, déjà, faisons que ça plutôt que moi rien. je verrais nationaux déjà pour encourager l'édition nationale. Bon, non, ça ne marche pas parce que ça va ensemble. Oui. Le succès du SILA, c'est parce qu'il est international. Oui, il y avait un salon national du livre qui se passait d'ailleurs à la Bibliothèque nationale. Que devient la Bibliothèque nationale? Autre question, autre émission, autre débat. Certainement. Il y avait un salon national. Le succès du SILA tient au fait qu'il y a le national et l'international. Les lecteurs y vont parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir acheter à la fois un dictionnaire arabe, un nouveau roman français, une nouveauté algérienne, etc. C'est ça qui fait le succès. Il y a des salons nationaux, il y en a eu beaucoup, et ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Il faut cette dimension internationale. Si on fait ça, mais il y a des livres aussi importés. Il faudrait ramener des distributeurs. Alors, justement, on va en arriver. Tout à l'heure, vous parliez de l'ANSEJ. Non, c'est pas moi qui parlais. Dernièrement, c'est Sofiane. Dernièrement, quelqu'un m'a consulté sur la question suivante. Je veux créer une entreprise culturelle, comment je fais? Je lui ai dit, comment? Je lui ai dit, mon ami, tu vas faire comme font les gens qui créent des galeries d'art. Sur la nomenclature, il n'y a pas. Sur la nomenclature du registre commerce, il n'y a pas galerie d'art. Il n'y a pas entreprise culturelle. Je lui ai dit, alors comment font les galeries d'art? Elles prennent 3 ou 4 indices, ou 5 même, de la nomenclature, pour créer un semblant d'activité qui ressemble et se poser en tant que galerie d'art. Et je lui ai dit, tu vas être condamné à faire la même chose
pour faire une entreprise culturelle. Alors, Livre ensemble, je le rappelle encore une fois, c'est la thématique, le générique, le slogan de cette 23e édition du Salon international du livre qui va commencer, faut-il vous le rappeler, du 29 de ce mois, donc octobre, jusqu'au 10 novembre prochain. Il y a une question dont on n'a pas souvent parlé, ce sont les métiers liés justement à l'édition. On a très souvent parlé, provoqué depuis de longues années. Le point noir reste bien sûr la distribution pour donner de la visibilité à nos auteurs, que ce soit ici en Algérie, mais également hors de nos frontières. Alors concernant justement les métiers de l'édition, concernant la formation des distributeurs, des éditeurs, mais également des libraires, on en est où aujourd'hui avant d'aborder le dernier point de l'émission de ce soir, le livre numérique, car nous sommes déjà en 2018. Alors, les métiers liés à l'édition, Sofiane Hajjaj. Il y a eu à un moment donné, je crois, une volonté, un désir de faire naître justement des formations à l'édition, à l'université notamment, par la création de masters liés à l'édition, qui a donné quelques fruits. Nous, on a eu des personnes, des étudiants, des étudiantes qui ont débouché, qui sont arrivés chez nous par ce biais-là. Je ne sais pas où ça en est, malheureusement. Je ne crois pas que ce soit le secteur universitaire qui encourage le plus les étudiants à vouloir se lancer dans une carrière, dans un métier. Malheureusement, on a un problème, on en parlait juste avant l'émission, on a un problème de ressources humaines. On n'arrive pas à recruter, à trouver des profils dans les métiers d'édition, qui est un métier très spécifique, qui demande, que ce soit toute langue confondue, la question de la langue est encore une autre problématique, mais qui demande un savoir-faire, un rapport à la langue, un rapport au texte. Il faut qu'ils soient lecteurs aussi. Voilà, il faut que les étudiants, enfin, les étudiants soient aussi des lecteurs. On sait jusqu'à une période très récente qu'on a des étudiants qui font des études de lettres, qui ne lisent pas une œuvre complète pendant tout leur cursus, donc je ne sais pas comment on peut aller très loin. Je ne voudrais pas donner juste une vision apocalyptique ou très noire, etc., mais je crois qu'on fonctionne, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, on fonctionne beaucoup avec cette passion de nos métiers. C'est une bonne chose parce que ça nous maintient en vie, ça nous maintient sur le vif, et en même temps, c'est pas très bien uniquement de compter sur sa passion pour faire quelque chose, quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se cogner contre un mur un peu invisible, qui est le réel. Et là, on va se fracasser. Et quand nous, notre génération, ça fait 20 ans bientôt qu'on travaille dans ce métier-là, je ne sais pas si c'est vraiment le métier pour lequel j'ai envie de destiner mon fils ou ma fille. Voilà, il faut être honnête. C'est-à-dire, nous, on a cette passion du livre et de métier du livre. Je ne sais pas si demain ou après-demain, alors c'est valable pour beaucoup de secteurs, évidemment. Aujourd'hui, pour travailler, je ne sais pas dans quel secteur il faut s'engager, peut-être devenir, je ne sais même pas quoi, mais en tout cas, peut-être pas forcément dans les métiers du livre. Dernière question. Rapidement. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abord, un point important qui recouvre tout ça. Les éditeurs sont représentés par 2 organisations. C'est un cas qui est quasiment unique au monde. Donc on a 2 organisations des éditeurs. Ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas un interlocuteur et d'un. Ça veut dire qu'en plus du fait qu'il y ait ces 2 organisations avec une certaine rivalité, beaucoup d'éditeurs qui ne veulent pas rentrer dans des querelles de clochers, pour ne pas parler de minarets, sont sans organisation, sans représentation. Idem pour les autres métiers, puisqu'on parle des métiers, le libraire. On avait une super association qui s'appelait la SILA, qui a même réussi à créer un prix littéraire d'une certaine tenue, envergure, etc. Les bonnes disparu. choses ne durent pas. Disparu. Donc, il y a un problème d'organisation, de cadre de consultation, de cadre de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics. Alors, dernière question, là j'ai envie d'entendre l'avis de tout le monde très rapidement si vous le permettez, parce qu'on me dit que c'est déjà la fin de l'émission. L'édition numérique, où on en est aujourd'hui en Algérie ? Non, on est loin. On en est très loin. Non, c'est pas d'actualité. Sofiane Hajjaj, et on revient à vous. Ce n'est pas d'actualité. On est confronté par contre à d'autres problématiques, le piratage par exemple. Ça existe. On n'a aucun moyen de se défendre et là, c'est là où les pouvoirs publics peuvent intervenir et aider et faire en sorte que les éditeurs se protègent. Parce qu'il y a un vide juridique quelque part ? Non, parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les outils on a une numériques. loi très claire et up-to-date. Voilà, mais on est piraté, nos livres sont piratés, on retrouve les PDF de nos livres sur Internet, on les retrouve, moi je les vois se promener comme ça dans la nature, ils prennent
prennent l'air, ils vont respirer le grand air. Moi, on les voit. Parfois, on a réussi à stopper des choses via des sites internet parce que les lois existent, mais malheureusement, donc ça, par contre, ça, on peut en parler du piratage. En revanche, le numérique, non, on n'en est pas encore là. Ça viendra, il faudrait le faire, mais on n'y est pas encore. Alors qu'on est à l'ère 2.0. Hein. Non, mais j'aimerais adresser un message là à tous les gens qui, de bonne foi, je dirais, scannent un bouquin, parce que j'ai un ami qui, figure-toi, est venu me dire avec plaisir qu'il avait scanné un livre qui était sorti. Il m'a dit, et je l'ai envoyé à tous les amis parce que je l'ai partagé. I like, etc. Je lui suis bien sûr tombé dessus. Mais je lui ai dit, mais attends, et donc je parle à ces gens qui sont de braves pères de famille ou de braves filles, je ne sais pas, et qui pensent bien faire en partageant un livre qu'ils sont en train de tuer l'œuvre et l'auteur. De tuer l'auteur. Et la maison d'édition. Et de tuer le système du livre, etc. Tout à fait. C'est pour ça qu'on met le photocopiage, tue le livre derrière les couvertures, enfin pour certains. Oui. Moi, je voulais juste dire que le livre numérique, c'est une solution, mais on est encore loin de ça. Ce serait bien, l'idéal serait de pouvoir les vendre, Il faut le livre numérique. tout. Mais on est encore loin de ça. Mais moi, puisqu'on est en train de lancer des messages, mon message, je ne suis pas d'accord avec Sofiane pour le salon international dans d'autres villes. Je commencerai par avoir des librairies dans d'autres villes et pour encourager les gens parce qu'ils viennent à un salon, parce qu'il y a l'international, je ne suis pas d'accord et je voudrais lancer vraiment un message pour les libraires parce que la seule visibilité de nos livres c'est en librairie et je suis malheureusement je sais pas choquée ou je ne sais pas comment on dit de voir à chaque fois la vitrine que n'est accordée que pour les publications importées, l'importation du livre. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de la communauté qui vient à l'étranger, qui vient dans les librairies à la recherche de la publication nationale et ne trouvent pas, ou très peu, où ils ne sont pas visibles, ils sont mis dans les coins. Donc c'est comme s'ils sont, par exemple, si vous rentrez dans n'importe quelle librairie du centre-ville, c'est comme si vous étiez dans une librairie en France. Donc la librairie, elle doit donner de la visibilité à la production nationale et comme ça les gens ici sauront qu'il y a de la production, il y a des auteurs algériens. La production internationale a-t-elle tué, inondé la production nationale? Non, on n'est pas contre. Non, nous ne sommes pas contre. C'est l'une d'autres questions. Non, le lecteur a le droit de lire tout ce qu'il veut lire. Donc le livre doit exister en librairie. Tout à fait. Mais la production nationale doit être visible dans leur librairie. Mais voilà, pardon. Justement, voilà une mesure que l'État peut prendre. Mais Farhani, vous allez être à ma place dans moins d'une saison. Ça, j'en suis plus que persuadé. T'as bloqué là. La direction ne t'a pas encore envoyé. Ça serait tardé. Je vous écoute. Arrête. Une mesure simple. Oui. À partir du récit de notre amie Jamia. Elle dit voilà, il y a les livres. Tout ça. Or, il y a des éditeurs algériens qui achètent les droits de livres étrangers et qui les rééditent en Algérie. Donc, ce phénomène-là, cette procédure, permet de diminuer l'importation. Donc l'État doit l'encourager. Mais c'est également l'un des rôles. C'est également l'un des rôles du Salon international du livre. Rachat de droits, coédition. Oui, bon, pour les contrats. Mais tout titre qu'un éditeur achètera et vendra et rééditera ici, il va créer de la valeur ajoutée. Il doit d'abord aider la publication, la production locale. Il va faire de la valeur ajoutée. Il a de la distribution et sur le territoire national. Il diminue les importations et il préserve les devises du pays. Et donc, on lui donne un régime favorable pour ce bouquin. Livre ensemble, ça a été encore une fois une occasion pour provoquer un débat sur la politique culturelle et le livre, qui est, je le rappelle encore une fois, une manifestation qui aura lieu du 29 et jusqu'au 10 novembre prochain. Vivre ensemble, réflexion autour de l'édition, de la coédition, des rachats de droits, de la visibilité donc justement de nos auteurs à l'international et à l'international. Est-ce que nous provoquerons ces mêmes questions, ce même débat qui sera peut-être dans un an, dans 2 ans, fossilisé? Allez savoir. Alors, quelques ouvrages que vous allez avoir en exclusivité bien avant l'organisation de ce Salon international du livre. Donc, allez les demander à votre libraire. Allez savoir. Peut-être que vous les trouverez. Celui de notre ami Lazhari Lapter, ça s'appelle
Hizia, et je vous promets d'organiser une émission avec des auteurs, tous ceux qui ont collaboré à cet ouvrage, Maïssa Bey, Nassira Belloula, Fouzia Laradi, Amal El Mehdi Al-Sri Metref, Ismaïl Ibrir. C'est aux éditions Hibr. Hizia, mon amour. Elle ne vous a jamais quitté, Hizia, je peux le dire, comme le roi, le Zahari Lapter. Voilà donc son dernier ouvrage. Il en aura 4 pendant le Salon international du livre. Le deuxième, bien sûr, à travers cette petite musique de nuit qui nous annonce déjà la fin de l'émission. La Rouat, la ville assassinée, ou le point de vue de Fromontin, avec, je le rappelle, c'est un roman préfacé par Tahou Djerbel. C'est aux éditions Hibr. Ça, je vous le conseille également. Il sera certainement des nôtres pendant ce Salon international du livre. Abdelkader Djemei, ça s'appelle Le jour où Pelé, avec une œuvre d'Al-Moustache d'une beauté extrême. A-t-il eu d'abord à lire l'ouvrage avant de commettre cette couverture? Allez savoir. C'est aux éditions Balzac, je vous le conseille. La jeune littérature sera également présente lors de ce salon international. Anis Mezaour, Entendu dans le silence, c'est son dernier roman paru aux éditions Casbah. Rappelez-vous, il avait commis une trilogie concernant donc justement le monde parallèle, le fantastique et la science-fiction. Elle sera également des nôtres pendant ce salon, je vous le promets, et même pendant tout le reste de l'année, parce que l'année est encore longue. Farida Safdin, ça s'appelle Voix de femme, Voix de fée, son dernier roman. Excellent. Voilà, c'est l'avis de l'auteur et de l'ex-éditeur. C'est aux éditions El Ibriz. Un écorché vif, un poète qui a traversé les frontières, une voix sublime. C'est Mahmoud Darwish, le troubadour de la douleur. C'est également aux éditions El Ibriz. Voilà, Forum de solidarité Euro-Méditerranée, acte du colloque international, ACFADO du 25-26 août de 2016. Ce sont les assises de la Soumam 60 ans après. Quelles leçons? Toujours dans le questionnement. C'est aux éditions, je le rappelle encore une fois, El Ibriz. Un ouvrage d'une beauté extrême. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, la nouvelle bande dessinée arabe. C'est aux éditions Actes Sud, bien sûr, Sinbad, et avec l'étroite collaboration de Balzac. Ça, vous le retrouverez certainement lors du Salon international du livre, mais également donc chez votre libraire habituel. Elle sera entre autres des nôtres à partir du mois de janvier. C'est une promesse parce qu'elle vient de passer sur Canal il y a de cela une dizaine de jours. Elle s'appelle Maïssa Bey. Rappelez-vous encore une fois, entendez-vous dans les montagnes, cette fille-là, et là elle revient. Hizia entre autres, elle a rendu hommage à ce prénom parce qu'il faut également lire l'ouvrage. Tout à fait. Maïssa Bey, Nulle autre voix, son dernier roman aux éditions Balzac. Coup de cœur escale littéraire d'Alger 2018, prix Transfuge du meilleur polar francophone 2018. Ça s'appelle 1994. Notre ami donc Adlen Mehdi qui, s'il le désire, eh bien, il sera également des nôtres cette année. C'est une promesse que nous vous faisons. Alors, également des nôtres pour cette année, Riyad Giroud, ça s'appelle Les yeux de Mansour, c'est son dernier roman, donc aux éditions Balzac. Elle est là cette semaine, mais elle le sera également sur ce même plateau courant année 2018-2019. Voilà l'ouvrage de Riyad Giroud, le voici, le voilà. Attendez, voilà, ce sont presque les aléas du direct. Amira Jihan Khalfallah, ça s'appelle Le naufrage de la nuit, c'est son roman aux éditions Balzac. Voilà, ça je vous le conseille. Un véritable génie dans le crayon, dans la réflexion également. Il a pour nom, enfin vous l'avez beaucoup aidé, Saïd Sabaou, ça s'appelle Houma Fighter. C'est la trilogie qui était présente lors du FIBDAD, du Festival International. Je l'ai découvert, je l'ai lancé. Voilà, vous l'avez découvert, vous l'avez lancé. C'est grâce à vous également qu'il était présent sur ce plateau. J'en suis fier. Et il le sera également cette année. Le voici, c'est aux éditions Z-Link. Elle est animatrice radio, mais avec une plume assez particulière et singulière. Elle s'appelle Mariam Gamache, la demoiselle du métro. Ce sont des nouvelles préfacées par notre Malika Boussouf nationale. Vous devez certainement vous rappeler de chauds débats dans les années 90 sur les ondes voyageuses de, non pas de Canal parce qu'elle n'existait pas encore, mais de la chaîne 3. C'était aux éditions Casbah. Ça, je vous le conseille. Mariam Gamache, la demoiselle du métro. Les deux derniers pour la route. Il sera avec nous la semaine prochaine. C'est Jaoudet Gessouma Constantine avec l'étroite, c'est aux éditions El Bayazine, avec l'étroite collaboration du ministère de la Culture. Là, cela je vous le conseille également.
Et puis, allez, les deux derniers, on va dire. Abdelmouiz Farhi, ça s'appelle à 19h, Mon amour. De quoi il s'agit? Quelle lettre? Comment dire? Quelle souffrance? Eh bien, c'est ça, les relations passionnelles. Il nous en parlera ici même. Abdelmouiz Farhi, c'est aux éditions Casbah, le voilà. Et puis celui que nous avons reçu pas plus tard que la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, il s'appelle Alaoua Daxi, ça s'appelle Daxi à cœur ouvert, préfacé par Yahya Guidoum, Abdelaziz Rahabi, et présenté par Aziz Darouez. C'est aux éditions Scoli, ça vient tout juste de sortir. Tout ça pour vous dire que nous aurons l'occasion de rencontrer les agitateurs, les curieux, les écorchés vifs, les poètes, tout le long de cette année 2018-2019, ici même bien sûr, à travers ce phare en pleine nuit qui vous ramène sur notre plateau. Voilà pour la rencontre de ce soir, réflexion et débat sur l'organisation de la 23e édition du Salon international du livre. Pour cela, nous avons eu du plaisir à recevoir notre ami Améziane Farhani. À très bientôt pour les confins de l'équinoxe. C'est courant 2018, c'est bien ça pour le Salon du livre ou un peu plus tard pour le Salon? Eh bien très bien, nous aurons l'occasion d'en parler ici même. Merci Sofiane Hajjaj. Une dizaine d'ouvrages pour ce Salon international du livre. Et ça va continuer pour 2018-2019. Bien sûr. La ligne éditoriale est déjà tracée. Oui. Et rien ne vous arrêtera. Jusqu'en 2020 même. Merci beaucoup Sofiane Hajjaj. Un grand merci également à l'auteur, aux journalistes, parce que vous allez nous proposer une version augmentée des journalistes algériens pendant ces années de feu, les années 90. Lazari Lapter, toujours aux éditions, j'imagine, Chihab. Chez Chihab, en fait, c'est ce qu'on appelle une réédition, une revue augmentée. Tout à fait, revue de journalistes algériens, 88-98. Pour lutter contre l'oubli, contre donc justement cette décennie noire, mais également un grand merci à celle qui continue à se battre au quotidien, cet acte de résistance, et on voulait lui rendre hommage. C'est Samira Bendris. Merci beaucoup des éditions El Ebriz. Allez pousser les portes de votre libraire, allez la rencontrer lors de l'organisation, je le rappelle encore une fois, du Salon international du livre. C'est du 29 de ce mois et ce jusqu'au 10 novembre. Que pourrais-je vous souhaiter? Une bonne et douce nuit avec la suite de programme de Canal Algérie. Nous aurons le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine. Enfin, si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée vendredi matin autour de 10h55. Merci madame, merci messieurs, merci à vous et à la semaine prochaine. Mardi soir, l'équipe d'Expression Livre aura le grand bonheur de recevoir sur son plateau, pour son premier roman, Amira Jehan Khalfallah. Son roman s'intitule Le naufrage de la Lune et c'est paru aux éditions Barzakh. Le naufrage de la Lune, eh bien, c'est une histoire qui se passe au XVIIe siècle et nous allons sauter dans ce siècle de certaines années à certaines années et de lieu en lieu, de Versailles à Djidjiri, c'est-à-dire Jijel actuellement, et puis c'est surtout peut-être la confrontation entre le soleil, le roi soleil, et Thierry, une princesse de la Lune. La Lune a-t-elle rendez-vous avec le Soleil ou inversement? Eh bien, nous le verrons mardi soir dans Expression Livre avec Amira Jehan Khalfallah pour son premier roman, Le naufrage de la Lune, édition Barzakh. À mardi.
عقلي بهواك مغالي وضحى قلبي مفتون من هواك